Les temps changent, la langue française aussi. Notre vocabulaire, en effet, ne cesse de s'enrichir. Le hijab, la burqa, le niqab, la baya, la charia, la fitna, la jahiliya, la taqia et bien sûr le djihad ont fait, en l'espace de quelques années, leur entrée fracassante dans l'information, mais aussi dans la conversation commune. Et s'ils sont là, ces mots venus d'ailleurs, c'est qu'ils font signe vers une réalité nouvelle et qui nous préoccupe d'autant plus peut-être que nous avons un mal fou à l'appréhender. Pour nous aider dans cette tâche, j'ai invité deux chercheurs rompus au vocabulaire dont nous faisons le difficile apprentissage, François Burgat et Gilles Kepel. Et comme le titre d'un des livres de Burgat, l'islamisme en face, pourrait convenir à la plupart de ceux de Gilles Kepel, je voudrais d'abord demander à l'un et à l'autre ce qu'ils voient exactement quand ils portent leur regard sur cette idéologie religieuse et sur ce qu'elle recouvre. François Burgat. Merci de votre invitation. En face, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? L'islamisme ou l'islam en face? Je vais vous répondre très simplement. Ça veut dire pas de travers, ni de côté, ni de haut. C'est déjà accepter qu'il y ait un échange d'égal à égal avec des acteurs politiques de ce monde avec qui nous sommes en tension et avec lesquels s'accumulent un certain nombre de malentendus, dont ceux qui nous réunissent aujourd'hui. En face, ça veut dire de près, mais pas trop près quand même. Je me suis pris souvent à exiger des analystes des attentats parisiens leur capacité à faire un zoom arrière. Je me souviens de dessins de Plantu qui étaient de ce point de vue-là extrêmement éloquents. Plantu mettait en scène un non-musulman agressé par un musulman, il était mourant, transpercé d'un coup de sabre, et un musulman agressé par un non-musulman, il était contraint de regarder une caricature déplaisante. Et je disais oui, jusqu'à un certain point, si vous avez le nez collé sur votre sujet, si vous faites un petit zoom arrière, je voudrais que dans cette image, vous mettiez des drones, des rafales, des F-16, pour que nous ayons une image élargie de la confrontation et que nous prenions le temps de découvrir que la violence n'est pas unilatérale. Le terrorisme n'est pas unilatéral. Ça, c'est un premier point. Le terrorisme est très souvent une contre-violence. Si on ignore cette part de contre-violence, on fait une énorme erreur méthodologique. Alors, je vais juste donner la tonalité générale de mon identité de recherche. Je ne donne pas la même importance que d'autres que moi, que le sens commun, parce qu'il faut bien reconnaître que faire porter la responsabilité de la violence à l'idéologie islamiste, c'est le sens commun. C'est ce qui me vient au tripes le plus naturellement quand je regarde le paysage. Eh bien, moi, je dirais que ma démarche est assez différente. Je cherche où sont les dysfonctionnements des institutions politiques, soit nationales, soit internationales, qui fabriquent des individus qui vont saisir, quelle qu'elle soit, l'idéologie binaire, clivante, totalisante, conflictuelle, qui va leur permettre d'exprimer et de légitimer la violence dont les a rendus porteurs, le traitement dont ils ont fait l'objet. Voilà, je pense avoir cerné un tout petit peu mon identité problématique en répondant à votre première question. Une question pour préciser avant de passer la parole à Gilles Kepel. Si je vous ai bien compris, il ne faut pas faire du terrorisme la conséquence ou l'application de l'idéologie islamiste, puisque vous nous dites, et nous y reviendrons, qu'il s'agit surtout, dès lors qu'on élargit la focale, d'une contre-violence. Mais alors à ce moment-là, je vous repose ma question, l'islamisme en face, comment définiriez-vous brièvement, précisément, ce qu'on appelle l'islamisme? Vous ne regardez pas de travers, vous ne regardez pas de haut, vous le regardez de face. Que voyez-vous dans cette idéologie religieuse? Une dynamique historique qui ne peut pas être construite intellectuellement en dehors du contexte de la colonisation et de la décolonisation. Impossible. Il faut cette temporalité longue. Une dynamique politique qui a fabriqué des acteurs politiques aussi différents que le sont Ranouchi,
le Tunisien, qui a été l'acteur docile d'une transition politique où il a participé activement à l'élaboration de l'une des constitutions que nous considérons comme l'une des plus démocratiques du monde arabe contemporain, et à l'autre extrémité, nous avons Baghdadi. Donc le défi intellectuel sera... le calife, Daesh, la montée aux extrêmes, d'accord ? Et donc le défi permanent sera de ne pas faire trop usage de ce terme islamisme qui, à mon sens, fait beaucoup plus de bruit qu'il ne produit de lumière. Toujours se souvenir que c'est une très vaste dynamique historique qui n'est pas porteuse d'un concept mobilisable en sciences sociales pour définir une certaine catégorie d'acteurs politiques. Il faut réintroduire le pluriel à l'intérieur de cette enceinte. Très bien, les choses sont claires maintenant. Gilles Kepel. Merci. Bien sûr, il ne faut pas nier le contexte. Tout mouvement politique, religieux se déroule dans un contexte précis, mais à force de surévaluer le contexte, comme je crois le fait François Burgat, on manque l'objet. Et c'est bien le problème, parce que ce que Burgat vient de dire sur l'islamisme, il aurait pu le dire du maoïsme, du marxisme, etc. Et là encore, on peut expliquer par le contexte, par l'exploitation, par la colonisation, de peu près tout et son contraire. Donc bon, pourquoi pas, il ne faut pas l'enlever, mais il faut quand même s'interroger sur l'objet lui-même, sur ce que c'est que la spécificité de ce qu'on appelle l'islamisme, de ce que moi-même, parce que je crois que je suis l'un de ceux qui ont introduit ce terme dans la langue française au début des années 80, j'ai plutôt préféré appeler les mouvements islamistes pour marquer que c'était une idéologie, certes, mais qui était indissociablement liée à une pratique politique, au mouvement. C'est-à-dire c'était quelque chose qui est destiné à changer un ordre social, politique, religieux, etc. Et on peut tout à fait en suivre l'évolution historique et on peut également aussi voir comment il se divise en un certain nombre de tendances et de branches qui sont à la fois complémentaires et opposées. Alors, ce que ça signifie au départ, c'est un mouvement qui lutte pour l'instauration d'un État qui soit basé sur les injonctions des règles contenues, des injonctions contenues dans les textes sacrés de l'islam, le Coran, la charia, etc. Mais toute la question précisément, c'est de savoir comment ceux-ci sont interprétés. Or, les islamistes sont ceux qui ont une conception qui est la plus rigoriste ou la plus littéraliste possible de ces textes et qui lui donnent une lecture politique, par opposition à toutes autres formes de lecture du texte de l'islam, qui sont la mystique, le soufisme, etc. Ce mouvement apparaît, il remonte dans sa forme moderne à la fin des années 1920 en Égypte, avec Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Mais pour ce qui nous occupe, aujourd'hui, il émerge surtout, il se développe surtout à l'époque nassérienne dans les années 1960 et 1970, avec l'affrontement qu'il mène contre le régime nassérien, et la volonté de construire, et ça passera de plus en plus justement par le djihad, c'est-à-dire par la référence à la lutte armée, à partir de l'Afghanistan en 79, de construire un modèle alternatif qui se substitue au nationalisme. Ça passera par l'assassinat de Sadat, par la révolution islamique, par le djihad en Afghanistan, etc., à travers diverses phases qu'on explorera peut-être dans cette émission, et qui aboutissent d'une certaine manière à ce que, malheureusement, aujourd'hui, cette émission est diffusée le 7 janvier, à 2 ans après exactement le massacre de Charlie Hebdo. Donc il faut... Tous les islamistes ne sont pas responsables du terrorisme, ça Charlie Hebdo, mais il faut comprendre comment, à l'intérieur de cette idéologie, il y a, Burgat a évoqué Radnouchi tout à l'heure, mais il y a également aussi les frères Kouachi, Charlie Hebdo. Or, pour le comprendre, il faut également l'analyser de l'intérieur. On ne peut pas se contenter d'en faire une contre-violence légitime face aux drones. On peut critiquer les drones, tout à fait, mais ça n'évacue pas l'analyse de l'objet. Et ça, c'est un véritable enjeu, un véritable débat en sciences sociales aujourd'hui, qui m'oppose pas seulement à François Burgat, mais également à Olivier Roy, par exemple. Oui, mais en même temps, François Burgat et Olivier Roy ne sont pas tout à fait sur les mêmes positions. Mais une précision encore, Gilles Kepel. Vous avez très bien défini l'islamisme politique. On comprend sa puissance dans le monde arabo-musulman. Il se présente comme une alternative au nationalisme. Mais là, je vais vous poser une question naïve. J'ai dit tout à l'heure, j'ai cité tous les nouveaux vocables
qui sont entrés dans la langue française, je les ai cités précisément parce que le problème est devenu un problème intérieur. Alors si l'on voit bien que il s'agisse d'établir la charia en Égypte ou en Irak ou dans les pays arabes, on a du mal à comprendre pourquoi on voudrait poursuivre un tel objectif dans une Europe qui n'a pas vocation à devenir musulmane. Oui, alors il y a 1000 réponses à ça. J'ai passé les 8 dernières années à travailler en faisant des enquêtes nombreuses avec mes collègues en Seine-Saint-Denis, notamment dans les quartiers populaires, à Marseille, à Roubaix et autres. Et je mentionnais Sevran tout à l'heure, puisque, comme vous le savez, un reportage récent a montré comment, dans un café de Sevran, les femmes s'étaient faites expulser parce que elles n'avaient pas leur place. Et oui, donc, alors je cite la phrase. T'es dans le 9-3 ici, t'es pas à Paris. Ici, c'est une mentalité différente. C'est comme au bled. Voilà une phrase qui a beaucoup frappé et suscité d'innombrables commentaires. Alors, celui qui l'a prononcé n'est certainement pas forcément un acteur, un militant politique conscient, mais il est le produit d'un milieu, d'une ambiance, d'un habitus qui a tendu à s'instaurer. En Europe et en France en particulier, et on verra tout à l'heure pourquoi l'Europe et notamment la France a été considérée comme le ventre mou de l'Occident par la dernière phase djihadiste, celle dont les effets se font sentir depuis l'affaire Mera en particulier, mais surtout depuis donc il y a 2 ans exactement, le 7 janvier 2015. On voit bien comment, dans une situation française où là encore le contexte est important, c'est-à-dire un contexte où on n'a pas su digérer ou penser notre héritage colonial. La France est aussi l'héritière de l'empire colonial, pas seulement des mythiques ou semi-mythiques ancêtres gaulois, où il y a dans les quartiers défavorisés 40% de chômeurs, où les idéaux transmis par l'école, quand les savoirs ne donnent rien, eh bien, les valeurs qui vont avec les savoirs sont jetées comme le bébé avec l'eau du bain. Tout ça, ça crée un contexte, mais ce contexte n'explique pas exclusivement pourquoi ça prend cette forme-là de réaction. C'est ça qui est important à comprendre. Et justement, ceux qui font simplement un rapport de causalité entre le contexte et l'action, et qui du coup finalement disent que c'est normal, il faut pas s'étonner, se méprennent sur ce qui fait la force particulière de cette idéologie. Alors on pourrait, je ne sais pas s'il faut la mettre au singulier ou au pluriel, Burga souhaitait la mettre au pluriel, pourquoi pas. En tout cas, à l'intérieur de la mouvance islamiste, pour avancer un peu le débat, il y a aujourd'hui 3 tendances, à mon sens, principales, plus importantes. Celle qu'on appelle le frérisme, ou les frères musulmans, qui se déclinent sous différents aspects, qui est plutôt désireuse de contrôler les appareils du pouvoir. Celle qu'on appelle le salafisme, qui, elle, marque une rupture à la base avec les valeurs, les mœurs des sociétés, pas forcément occidentales, mais également apostates dans lesquelles elle s'agit, et qui apparaît comme d'une certaine innocuité politique. Elle est d'ailleurs souvent flattée par un certain nombre de municipalités qui voient là la défense de la paix sociale, mais c'est une rupture culturelle radicale. Et puis, ce qu'on appelle le djihadisme, qui est une sorte de mélange des 2 précédentes exacerbées, et qui là passe à l'acte et qui se traduit par l'État islamique ou par ce qu'on a vu ici. François Burga. On a traversé, à mon goût, un petit peu trop vite la Méditerranée. On a abandonné le registre analytique d'un phénomène historique complexe pour venir à l'application de la charia sur les bords de la Seine. Je voudrais quand même refaire une partie du chemin. Vous infligez... Sevran n'est pas sur les bords de la Seine. On va y venir sur les bords de la Seine. On va y venir tout de suite d'ailleurs. Tiens, on va faire une petite parenthèse. Vous avez à nouveau évoqué cette fois-ci le massacre de Charlie Hebdo, mais l'autre jour, je vous ai entendu, nous étions en tête-à-tête, ça nous est arrivé récemment, évoquer le Bataclan comme le plus grand massacre depuis Oradour. J'ai pas sauté sur ma chaise, mais ça m'a quand même prodigieusement gêné que vous puissiez énoncer une aussi parfaite contre-vérité factuelle. Est-ce que votre histoire de France est à ce point sélective? Je ne vais pas vous emmener en Algérie, Gilles Kepel. On va aller au bord de la Seine. Est-elle à ce point sélective que vous ayez oublié le massacre du 17 octobre 1961? Mais le problème, c'est un massacre qui est tout à fait déplorable et vous avez raison de le rappeler. Mais on n'a malheureusement pas la certitude qu'il y a eu plus de 130 morts. Il ne s'agit pas de faire des comptabilités
macabre. Ah, vous voulez la comptabilité de la préfecture de police qui a commis le massacre. Bon. Non, pas du tout. Mais vous savez parfaitement que c'est quelque chose qui a fait débat, et je suis parfaitement au fait de des publications et des débats qui ont été menés sur cet enjeu. C'est important aussi. Mais il ne faut pas oublier que à ce jour, en tout cas, les chiffres dont on dispose ne vous permettent pas de vous dire vous emmener à Sétif et Kherlata, qui était la France. Et où les morts se comptent par milliers. Oui, mais vous mélangez tout, là. Non, mais bon, voilà. On va tourner cette page, on va continuer, revenir à la matrice analytique qui me paraissait important d'affirmer avant de traverser la Méditerranée. Je vais vous infliger une métaphore que vous connaissez bien, vous l'avez subie certainement à plusieurs reprises. Mais moi, j'ai une autre définition de l'islamisme que j'ai donnée, me paraît importante à rappeler. J'ai dit que l'islamisme, c'était le déplacement sur le terrain culturel et symbolique d'un processus de repositionnement à l'égard de l'Occident colonisateur qui s'était exprimé par les indépendances avec le langage de la rupture politique et sur le terrain économique avec le langage des nationalisations. Donc c'est le passage sur le terrain symbolique, culturel. Je ne vais pas utiliser pour exprimer les besoins de ma société, pour exprimer mes revendications, le vocabulaire que vous, colonisateur, m'avait imposé comme étant le seul à pouvoir exprimer l'universel. Alors après, on peut traverser la Méditerranée. Mais je suis surpris que nous atterrissions dans le territoire des franges extrêmes des musulmans de France. Une écrasante majorité des musulmans de France ne se reconnaît pas dans l'idée d'appliquer la charia en France. Comment pouvez-vous gommer, et c'est ce que fait trop souvent Gilles Kepel, comment pouvez-vous gommer une écrasante majorité des musulmans de France pour vous focaliser sur cette écume radicale maniant le discours de rupture que nous avons, à bien des égards, fabriqué par les accros de notre vivre ensemble. Alors, nous avons fabriqué. Je retiens cette formule et je vous interrogerai sur cette formule, François Burgat, mais vous avez interpellé Gilles Kepel, donc je lui donne tout de suite la parole. Qui va donc répondre. Oui, François Burgat peut-être ne connaît pas très bien mon œuvre et je le renvoie à ce que j'ai notamment écrit sur la France récemment, que ce soit Banlieue de la République ou Passion française, dans lequel j'analyse non pas les 93 aussi. Les plus extrêmes, ou 93 aussi. Parce que la rupture aussi. Est très nette entre Banlieue de la République et 93. Pourtant, ils ont été écrits en même temps. Mais donc, il faut croire que j'étais schizophrène. Si vous lisez Passion française, vous verrez bien qu'il s'agit d'une enquête auprès des candidats aux élections législatives de 2012, issus de l'immigration, pour l'essentiel musulmane, entre guillemets, et pour l'essentiel d'origine algérienne. Et c'est là, justement, que c'est ça qui me semble très important, c'est de voir comment, à la fois, vous avez parmi nos compatriotes issus de cette immigration, pour l'essentiel nord-africaine et post-coloniale, des individus, hommes et femmes, des femmes en grand nombre d'ailleurs, qui s'engagent dans une démarche d'intégration politique républicaine. C'est la première fois que ça se produit aux élections législatives 2012. C'est très important. Je suis allé à leur rencontre, j'ai analysé leur profession de foi, etc. Et vous avez également et simultanément l'exacerbation d'une mouvance salafiste qui va construire à l'intérieur des quartiers défavorisés dans lesquels ils considèrent qu'il n'y a plus de solution républicaine, si j'ose dire, système d'enclave qui auront des relations complexes d'opposition, de compromis parfois, avec les modes d'enclavement qui sont ceux de la délinquance, du trafic, etc. Et on ne peut pas faire l'impasse sur l'un et faire l'impasse sur l'autre. Je crois qu'il faut arriver à analyser les deux. La majorité de nos compatriotes musulmans en France, je crois, en tout cas c'est les échos qu'on a, et c'est aussi ce que je rencontre dans mes enquêtes, détestent profondément Daesh et détestent les franges islamistes, mais on voit qu'il y a toute une mouvance, une zone grise justement, qui est aujourd'hui l'objet d'un combat politique extrêmement important. Alors, pour mieux comprendre ce combat, c'est là que je vais vous poser une question précise, François Burgat. Vous avez parlé tout à l'heure de contre-violence. Vous avez dit, nous avons fabriqué, en quelque sorte, les monstres qui nous attaquent. Et là, je suis étonné, parce qu'il me semble que vous avez une vision double et contradictoire de l'Occident. D'un côté, vous appelez la civilisation occidentale à un effort de lucidité et de modestie. Vous lui dites, vous n'êtes pas seul au monde. L'autre existe, regardez-le.
Donc, d'une certaine manière, vous destituez l'Occident. Vous le détrônez. Le multiculturalisme, ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se réconcilier de manière ironique, mais ça veut dire que l'Occident n'est qu'une culture parmi d'autres cultures. Mais justement, ce que vous dites d'un côté, vous le contrebalancez de l'autre, puisque à peine avez-vous détrôné l'Occident que vous lui restituez tous les attributs du pouvoir suprême, vous le dotez d'une sorte d'omnipotence, c'est une espèce de docteur Frankenstein qui fabrique tout, qui est à l'initiative de l'histoire. Il agit et l'Orient, ce qu'on appelait autrefois l'Orient, réagit. Et quand il réagit de manière radicale et violente, c'est du fait de la violence des Occidentaux. Donc, le seul sujet de l'histoire, finalement, ça reste l'Occident. Alors vous dites, on ne peut pas oublier la colonisation, je veux bien, mais moi je ne suis spécialiste de rien, simplement je ne crois pas que le djihad, comme idée, comme thème, ait été inventé en réaction à la colonisation. C'est une idée antérieure, qui est présente dans les écritures saintes de l'islam. C'est une obligation. Alors bien sûr, elle peut avoir toutes sortes de significations, mais pourquoi ne pas penser que l'islam, ou certains musulmans, se disent qu'aujourd'hui, ils sont à l'initiative de l'histoire, qu'après plusieurs siècles d'hégémonie européenne et occidentale, le vent est en train de tourner, ça a commencé en Afghanistan, puis en Iran, ça va continuer maintenant, et c'est cette histoire-là qui se déroule sous nos yeux. Si on veut tenir compte de l'altérité, il faut, me semble-t-il, aller jusqu'au bout. Et je ne suis pas sûr que vous le fassiez, François Burgard. Je vous comprends très très bien, Alain Finkielkraut. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de contradictoire à rappeler que dans la conjoncture actuelle, nous sortons d'une phase d'hégémonie. Mais nous sommes encore globalement hégémoniques au Proche-Orient. Les non-musulmans sont hégémoniques dans la société française. Je veux dire, on n'est pas dans un rapport de force où nous sommes tombés de notre trône. Alors, effectivement, ce que je m'emploie à dire, c'est que notre lexique n'a pas le monopole d'expression de l'universel. Notre lexique, nos références, n'ont pas le monopole de l'expression de l'universel. D'autres cultures peuvent fabriquer de l'universel avec des accessoires symboliques qui ne sont pas ceux auxquels nous avons tendance à vouloir confier le monopole. Il peut y avoir une culture autre que celle dont nous avons hérité. Ça, c'est effectivement un enjeu. On pourra y revenir. Je dirais que les valeurs universelles existent, mais elles peuvent être exprimées, elles peuvent être légitimées dans les groupes concernés par des segments de l'histoire qui ne sont pas inhérents à l'histoire occidentale. Si je veux promouvoir la justice sociale, je puis, si je suis chrétien, dire c'est parce que Jésus nous a bien montré. Si je suis communiste dans les années 50, je peux citer Lénine. Si je suis musulman, je peux citer le Coran. Mais à la fin de la journée, j'aurais participé à la promotion d'une valeur qui, à mon sens, est universelle. Est-ce que l'Occident est en train d'être détrôné? Il ne l'est pas encore militairement, il est encore l'acteur dominant. Et oui, le djihad a existé avant le phénomène colonial. Le djihad, c'est une des expressions de la résistance des sociétés musulmanes à des mécanismes de la domination. Et je pourrais prendre des exemples extrêmement précis. C'est une forme de conquête, le djihad. Résistance, mais aussi... Ces résistances... Mahomet était autant un résistant qu'un conquérant, me semble-t-il, ou un conquérant qu'un résistant. Les djihadistes du 19e siècle, c'était les confréries soufis. C'était le Ben Laden du 19e siècle, c'était ceux qu'on béatifie maintenant comme étant les gentils musulmans. Il y a toujours eu, chaque fois qu'il y a eu mécanisme de conquête, des mécanismes de radicalisation de l'appropriation de l'identité au service de la défense du groupe. Il est très intéressant, et je m'y suis amusé dans ce livre, Comprendre l'islam politique, en refaisant le circuit de mes séjours dans toutes les régions du monde où le mot djihad a été prononcé. Les djihadistes, au sens contemporain du terme, c'est-à-dire des gens qui ont pris une Kalachnikov et qui ont dit on veut restaurer l'hégémonie de notre culture qui se trouvait être la culture religieuse, ils sont toujours apparus dans des contextes où une ingérence
extérieur était venu perturber les mécanismes de régulation interne des sociétés. Que ce soit au Yémen sous le fait de l'influence soviétique par Yémen du Sud interposée, que ce soit en Afghanistan bien sûr avec l'irruption russe, que ce soit en Irak avec l'irruption américaine, que ce soit en Syrie avec l'irruption russe et iranienne, ça complexifie un peu le processus, mais les formes les plus ultimes, les plus inacceptables de notre point de vue de la radicalisation avec laquelle je ne suis aucunement en empathie. Mais encore une fois, la meilleure façon de combattre les djihadistes, c'est de cesser de les fabriquer. Voilà ma problématique. Cessons de les fabriquer et c'est la meilleure façon de lutter contre eux. Alors, Gilles Kepel, 2 questions. Peut-on dire que nous fabriquons les djihadistes? Et, question plus générale, comment expliquez-vous la radicalisation de certains, le choix par certains, si vous voulez, de la violence, et par d'autres, le choix de la sécession? Les causes sont-elles sociales ou y a-t-il des raisons endogènes, si je veux dire, et faut-il, sinon incriminer, du moins rechercher l'explication dans la nature même de l'islam aujourd'hui ou d'un certain islam aujourd'hui? Il n'y a pas exclusivement de causes endogènes, mais il n'y a pas exclusivement de causes exogènes. Il faut revenir effectivement sur la notion de djihad. François Burga le présente essentiellement comme une lutte défensive contre des intervenants extérieurs qui veulent perturber l'ordre établi de sociétés musulmanes. Ça, c'est ce qu'on appelle le djihad défensif, mais le djihad ne s'y réduit pas. L'histoire du djihad originel, tel qu'il a été appris, enseigné dans un certain nombre d'écoles dans le monde musulman, et tel qu'il est aujourd'hui réactivé par le discours djihadiste contemporain, c'est celui de la conquête et de l'expansion. Et le djihad militaire, le djihad offensif, c'est d'une certaine manière l'inverse de la croisade à l'époque médiévale. Alors, on aurait pu penser que ces concepts avaient été simplement replacés dans un contexte historique, et puis que les sociétés se sont affrontées, et c'est ainsi, et on n'est pas obligé de continuer à vivre sur cette lancée. Mais précisément, c'est ce djihad-là qui est repris, qui est exacerbé à partir d'une lecture littéraliste et très minoritaire, à mon sens, dans le monde musulman aujourd'hui, qu'on voit par exemple lorsque les activistes de Daesh, lorsqu'ils conquièrent des villages yézidis, se réfèrent à des interprétations du texte sacré qui considèrent que les yézidis n'étant pas des musulmans, ils doivent être mis à mort s'ils ne se convertissent pas, que leurs femmes doivent être transformées en esclaves et vendues, leurs enfants, etc., etc. Daesh n'est pas né n'importe comment. Daesh se constitue, se construit intellectuellement à partir d'une lecture particulière qui se structure dans le corpus islamique. Après, bien sûr, elle ne fait pas du tout l'unanimité. Le problème, c'est de savoir comment ils arrivent à imposer ça à un moment donné. Et ça se passe en particulier dans une société comme la société irakienne où et là, je peux faire un pas dans la direction de Burga, effectivement, où l'invasion américaine en 2005 a complètement détruit les fondements de cette société, a marginalisé totalement les sunnites coupables de Saddam Hussein et a fait que les sunnites irakiens ont vu dans le djihadisme et dans les groupes radicaux l'occasion de les défendre face à l'hégémonie chiite irakienne. Mais ceci, c'est le contexte, mais ça n'empêche pas de chercher les causes endogènes et les causes exogènes. Oui. Parce que c'est ça, moi, ce que j'essaye de faire. Je suis pas en train de former des jugements normatifs sur le phénomène que j'occupe. Si vous voulez, je ne suis pas Antonietta Matteucci regardant la Chine. Là, moi, je me référerais plutôt, si vous voulez, à une démarche qui est celle de Simon Leys. J'essaye d'analyser un système politique, de voir comment il fonctionne, pourquoi à tel moment il devient puissant ou hégémonique, quels sont les contre-pouvoirs, quels sont les effets de violence qu'il exerce dans le domaine de la pensée, dans le domaine de l'action, etc. C'est ça, me semble-t-il, la démarche. Et je termine. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, il ne s'agit pas de réduire le monde musulman au terrorisme, loin de moi cette idée, mais nous sommes aujourd'hui à le 2e anniversaire des assassinats à Charlie Hebdo.
nous sommes obligés de comprendre que ce phénomène est un phénomène profondément traumatique pour la société française, qui a des conséquences encore très présentes, qui joue un rôle de manière latente, jusque et y compris dans la façon dont nous allons choisir le président de la République cette année, et dont on a eu la rémanence encore récemment avec l'attentat de Berlin, qui montre que c'est une question qui est une question européenne aujourd'hui. On est obligé, il ne faut pas réduire bien sûr l'analyse ni du monde musulman ni de l'islamisme à ça, mais on est obligé de le comprendre, d'analyser les processus qui l'ont mené. Sinon, on renonce à ses responsabilités d'universitaire, d'intellectuel et d'analyste. Et on confond l'empathie avec la sympathie. J'ajouterais que ces attentats ont été d'autant plus traumatiques que les frères Kouachi, et vous le dites d'ailleurs, Gilles Kepel, dans vos livres, ont été célébrés par certains sur les réseaux sociaux. De même, et ça on a tendance à l'oublier, que Mohamed Merah, après les tueries de Toulouse et de Montauban. Phénomène traumatique à cause notamment de la popularité des auteurs, phénomène traumatique aussi du fait que s'il y a une immense manifestation populaire, et là François Burgat ne me démentira pas, autant de monde, sinon davantage qu'à la Libération, les quartiers populaires, eux, comme on dit aujourd'hui, ont brillé par leur absence. Donc, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a du terrorisme et que peut-être il y a aussi, pour reprendre le titre de votre dernier livre, une fracture en France. Peut-être pas deux peuples, mais une fracture, en tout cas, à l'intérieur de ce qu'on aimerait être le peuple français. Voilà, je crois, la raison profonde du traumatisme qui dure encore. François Burgat. Je vais faire moi aussi un pas en direction de Gilles Kepel et rappeler, il est évident qu'on ne raisonne pas sur un objet aussi complexe que ça en blanc et en noir. Et donc, il est évident qu'à partir du moment où nous avons poussé des acteurs, nous avons poussé des acteurs vers la porte de sortie de l'expression radicale d'un discours haineux de rupture, ce discours peut avoir sa propre logique de mobilisation et prendre un certain coefficient d'autonomie par rapport aux mécanismes qui l'ont démontré. Mais si, je voudrais quand même rappeler la matrice analytique principale à laquelle je me tiens, s'il y a montée aux extrêmes, c'est parce que le centre a échoué. S'il y a montée aux extrêmes, c'est parce que les mécanismes de régulation des tensions internes à notre société ont échoué. Et là, j'ai quand même envie de questionner la position du savant au-dessus des partis qui est au-dessus de moi et qui dit « Attention, ne confondons pas empathie et sympathie ». Bon, ne confondons pas empathie et sympathie. La fracture qu'évoque Gilles dans son ouvrage, elle est définie d'une façon que je peux cautionner. D'un côté, il y a le communautarisme, et de l'autre côté, c'est des mots que vous employez, il y a une France identitaire, raciste et xénophobe. Je ne déforme pas votre expression. Simplement, j'ai l'impression que vous vous penchez d'un côté de la fracture et vous nous proposez des explications, mais de l'autre côté de ces mécanismes qui ont nourri cette crispation de la majorité, j'ai besoin encore d'une phrase des Français, et je ne vois pas l'analyse. Et surtout, ce que je vois, et là, bon, je vais un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Quand vous me dites, attention, empathie, sympathie, vous n'êtes pas au-dessus des partis. Pour moi, je vais vous donner une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas un charlatan. Vous n'êtes pas, je pourrais inventer un judéo-droitiste ou un christiano-droitiste. Tous ces petits noms, mais ce sont ces petits noms dont nous sommes affublés nous-mêmes. Nous sommes des islamo-gauchistes charlatans quand même. Moi, je n'emploierai jamais cette terminologie. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas à court d'arguments. Vous êtes un intellectuel, vous êtes un universitaire, mais vous êtes engagé. Et ça, vous le niez. Vous vous affichez au printemps républicain. Au détour d'un de vos ouvrages, vous nous expliquez que la CGT est peut-être bien le complice de Daesh puisqu'elle mobilise la police alors que la police aurait mieux à faire ailleurs. On pourrait. Vrai, non ? Oui, bon, mais je veux dire, je veux bien qu'on discute. On a eu un drôle d'état d'urgence. Nous avons des postures politiques opposées, mais vous n'avez pas le monopole de l'interprétation scientifique. Vous n'êtes pas au-dessus du débat qui déchire la France. Dernier petit point. Vous avez défini des familles, les djihadistes, les salafistes, les frères. Mais moi, c'est l'endroit où vous placez les frontières qui me pose énormément de problèmes. Nous luttons ensemble, Gilles Kepel, contre Daesh et les gens qui ont une lecture binaire, clivante de leur culture. Mais nous ne luttons pas ensemble, ni contre Tarek Ramadan, ni contre Merwan Mohamed, ni contre les journalistes du Bondi Blog que vous qualifiez tous autant qu'ils sont de salafistes. Et là,
c'est une fracture très nette entre votre interprétation et la mienne. Bon, Gilles Kepel, et alors, ensuite je demanderai la parole. Oui, vous avez tendance quand même à caricaturer ceux auxquels vous opposent des débats intellectuels. D'abord, le fait d'aller témoigner au Printemps républicain n'a pas dit contrairement... C'est quoi le Printemps républicain? C'est une initiative qui a été prise par un politiste notamment qui s'appelle Laurent Bouvet, et qui débattait dans la logique qui est la leur des phénomènes qui se produisent aujourd'hui dans les banlieues populaires. Je n'ai ni ma carte du Printemps républicain, c'est pas parce que je vais à une conférence que du coup, parce qu'ils n'aiment pas les islamistes et vice versa, j'ai été stigmatisé par eux, par vos amis du Bondi Blog, etc. Quand je mentionne effectivement que à la CGT, au moment des attentats que vous mentionnez, et après les assassinats de Magnanville, saccage l'hôpital où les enfants, où le malheureux enfant du policier était là. Bon, c'est une coïncidence malheureusement catastrophique et fortuite. Je pense pas que les dirigeants de la CGT le faisaient en connaissance de cause, mais c'est ainsi et c'est déplorable. Mais vous savez, il ne faut pas agir comme ça envers les autres, François Burga. Je vais vous en donner un exemple. Dans votre livre récent, Comprendre l'islam politique, vous racontez une anecdote d'une manière tendancieuse qui m'a énormément choqué. Vous mentionnez un différend que j'ai eu avec un individu dont vous avez fait ensuite votre affidé, qui a écrit un libelle particulièrement crapuleux sur mon compte et qui est ensuite venu me narguer à une réunion que j'avais organisée à Washington. J'ai demandé à l'individu de s'en aller, il l'a refusé et je l'ai mis à la porte. Et il est allé se plaindre à la police, et vous faites le récit de la manière suivante dans votre livre. Vous parlez de moi, vous dites « dûment menotté par la police », etc., Kepel. François Burga, comment pouvez-vous, en me regardant dans les yeux, écrire un mensonge pareil sur mon compte? Ces mains que vous voyez là et que vous voyez Alain Finkielkraut n'ont jamais été menottées par personne. Comment pouvez-vous faire une polémique contre moi en me présentant comme un délinquant dans votre livre? Vous n'avez pas honte? Et vous aurez été menotté par la police? Personne, pourquoi? Parce que l'individu en question... C'est plein. Non, c'est plein parce que je l'ai mis à la porte. Ah oui, et donc... L'individu fait 1m95, 25 cm de plus que moi et à 25 ans de moi. Mais je n'ai jamais jamais été menotté, François Burga. Pourquoi me présenter comme étant menotté par la police? C'est pour me dénigrer. Comment pouvez-vous faire une chose pareille en me regardant dans les yeux? Vous savez parfaitement, vous étiez à Washington. Je n'ai jamais été menotté. Quel sens ça de dire une chose pareille? C'est François honteux. Burga. Non, j'ai été consulté sur cet épisode. On m'a demandé, en tant que collègue de celui que vous avez agressé physiquement, vous l'avez pas mis à la porte, vous avez essayé de l'étrangler, effectivement. Non, pas du tout. Je n'ai pas essayé de l'étrangler, je l'ai foutu dehors. Vous l'avez donné des coups de pied, vous l'avez traité d'injures sexuelles qui ont été entendues par plusieurs étudiantes qui ont témoigné devant la police. Si la police est venue nous demander « Souhaitez-vous que ce monsieur parte menotté au commissariat pour y passer le week-end » et l'un de vos amis a servi d'intermédiaire, j'ai plaidé pour que vous ne soyez pas emmené. Comment osez-vous écrire dûment menotté? Enfin, voyez-vous... Alors, écoutez, on tirera cela au clair, c'est ce qui m'a été... un mensonge? C'est ce qui m'a été rapporté par les témoins, y compris ceux qui vous étaient proches. Dans ce cas-là, vous le demandez, mais vous ne pouvez pas écrire une chose pareille, parce que vous voyez bien de quel... Vous étiez sur le point d'être emmené pour passer le week-end au poste de police. La confrontation avec la police, peut-être, moi j'y étais, a duré 3 minutes, et au bout de ces 3 minutes, la police m'a dit « go back to... » Bon, on va essayer de pas rester à ce mais c'est important. Mais vous n'avez, si vous voulez, c'est la manière, c'est parce que ça s'inscrit dans le même type d'attaque que vous avez fait autrefois, juste avant. Vous voyez, il ne faut pas, quand on débat intellectuellement, on débat intellectuellement. Mais ce qu'on appelle en anglais le character assassination, ça n'est pas digne de vous et vous ne devez pas mentir. Je pense que les choses sont claires. Essayons de débattre de manière intellectuelle et de progresser dans notre discussion. Vous parlez donc à plusieurs reprises de contre-violence, François Burga, de réaction à la domination, à l'hégémonie. Mais justement, l'un des théoriciens les plus importants des frères musulmans, donc d'une des variantes, d'une des facettes les plus actives de l'islamisme, c'est Saïd Qutb. Saïd Qutb. Là-dessus, vous ne me démentirez, vous allez me démentir, ni l'un ni l'autre. Or, ce Saïd Qutb a réagi, c'est vrai.
mais il n'a pas réagi à la colonisation occidentale. À la torture, dans les prisons. Oui, mais avant, le moment où il a basculé dans l'islamisme le plus radical, c'est après un voyage aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a vu aux États-Unis? Il a vu la liberté des mœurs. Non, il a vu le racisme les hommes et les quelqu'un qui était nubien et qui était noir de peau. Oui. Il a vécu dans sa peau l'épouvantable racisme de la société américaine. Et il a vu américaine. aussi cette liberté bestiale qu'on nomme la mixité, ce marché d'esclaves nommé émancipation de la Ça femme, fait un tout, ces effectivement. ruses et anxiétés d'un système de mariage et de divorce si contraire à la vie naturelle, en comparaison, quelle hauteur de vue, quelle humanité, quelle joie en islam et quel désir d'atteindre celui qui ne peut pas être atteint. Je dis cela parce que ça nous ramène aussi à Sevran, ça nous ramène aux agressions de Cologne, et d'ailleurs, il y a eu de nouvelles agressions la nuit de la Saint-Sylvestre, je crois, à Innsbruck, dont on a très très peu parlé. À la fête de la bière également, il y en a eu. Ça me ramène, oui, alors bien sûr, faut pas les mais oublier ça me non plus. ramène à l'écrivain algérien, le romancier Kamel Daoud, qui après les agressions de Cologne a parlé de ce vaste univers douloureux et affreux marqué par le rapport malade à la femme, au corps et au désir, qui a été dénoncé par un collectif de chercheurs en sciences sociales, dénoncé évidemment pour islamophobie. Et là, c'est là ma question, c'est-à-dire, s'il y a des causes endogènes à la radicalisation ou à la sécession, ne viennent-elles pas aussi du rapport à la femme dans le monde islamique? Et je citerai pour finir Fethi Benslama. L'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. Et à dénoncer partout l'islamophobie, vous contribuez, François Berca, ou vous risquez de contribuer, justement, à placer les musulmans constamment en position de victimes, alors que le meilleur service qu'on pourrait leur rendre, me semble-t-il, c'est de les aider à adopter vis-à-vis de leur propre culture une posture critique. C'est comme ça que s'est constituée l'Europe. Certains disent que c'est même la singularité européenne, que cette aptitude à se remettre soi-même en question, à ne pas persister dans sa suffisance et sa certitude éternelle. Pourquoi l'Europe devait-elle avoir le monopole de l'attitude critique, et pourquoi les amis, ceux qui se proclament les amis, ceux qui jouent du registre de l'empathie, justement, favorisent-elles cette posture de victimisation qui empêche tout questionnement de soi par soi? Je vous comprends. François Burgard. Je vous comprends tout à fait, Alain Finkielkraut. J'ai la plus grande admiration pour les acteurs du monde musulman qui combattent, et c'est difficile, en essayant d'influencer le cerveau de leurs coreligionnaires. Ils ont mon respect sans réserve. J'ai pas beaucoup de respect pour ceux qui, sur la rive nord de la Méditerranée, viennent parler aux tripes de mes concitoyens. Et flatter leur penchant. Je suis pas surpris que vous citiez Fethi Benslama. Il manque juste quelqu'un, vous auriez pu dire qu'il s'inscrivait dans le prolongement de Abdelwahab Meddeb. Hein, on aime bien, et de Bernard Lewis, dont vous avez un livre sous votre micro, c'est tout à fait naturel. C'est ceux qui ont cautionné l'idée qu'il y avait un problème inhérent à la culture islamique dans sa proventeur historique. L'autre jour, j'ai fait un débat avec Fethi Benslama et je lui ai dit à quel point j'avais apprécié son ouvrage, Le Sur-Musulman. C'est-à-dire cette propension spécifique du musulman à se produire sur le registre du sacrifice et de la violence. Et je le dis, j'ai tellement aimé votre livre que j'attends les 2 tomes suivants. Moi, j'ai besoin, pour comprendre le mécanisme dans la tête de Valls, tout ça, j'ai besoin d'un tome sur le surgaulois. Et puis, quand je regarde Monsieur Lieberman, et quand même, c'est un peu bizarre, hein, l'instrumentalisation qu'il fait de sa culture religieuse en politique dans l'État hébreu, j'ai besoin du surjuif aussi. Hein. J'ai besoin des 3 tomes. Et si on ne me présente qu'un seul tome, je vais vous répondre, Alain Finkielkraut, je ne m'en prends pas exclusivement aux Occidentaux. Je m'en prends aux dominants, à ceux qui sont conjoncturellement dans une posture de domination. Et la preuve, c'est que je m'en prends très violemment aux leaders des États arabes contemporains que j'appelle les Pinochet arabes. Donc je suis capable de dénoncer les instrumentalisations conservatrices de la culture au service de la pérennité dans le trône du politique. Donc je ne fais pas de culturalisme. Simplement, je m'en prends prioritairement à ceux qui sont aujourd'hui dans une posture
posture d'hégémonie politique, même relative, parce que c'est eux qui portent la plus grande part de responsabilité dans les dysfonctionnements qui stigmatisent, qui périphérisent un certain nombre d'individus. Ma dernière formule, elle est celle-là. Lorsqu'un individu sent qu'il ne peut pas être un Français à part entière, il devient tenté de devenir un Français entièrement à part. Et c'est ce mécanisme-là qu'il me paraît absolument essentiel d'interroger. Sa réponse ne se trouve pas dans quelques sourates coraniques qui seraient en trop et qu'il faudrait changer. Le mécanisme intellectuel, là, est perverti. Laissez-moi une seule phrase. Ce qui est intéressant, c'est pas de réformer l'islam, de couper une sourate à gauche ou à droite, c'est de comprendre pourquoi, dans le supermarché des modes d'appropriation politique de la religion musulmane, un certain nombre d'acteurs, au cours des années écoulées, ont une tendance à choisir la variante clivante, totalitaire, conflictuelle. Et si on s'interroge à ce niveau-là, on doit retrouver notre part, pas la totalité, bien sûr, on n'est pas en blanc et noir, mais notre part de responsabilité qui est essentielle. Gilles Kepel. Oui, je vais revenir tout à l'heure sur ce qu'a dit tout à l'heure François Burgat quand il expliquait que je m'intéressais uniquement à la logique communautariste à l'intérieur de la fracture et pas à l'autre. Vous avez mentionné mon livre 93. Si vous l'avez lu, vous aurez pu voir que j'y ai analysé de très près des mouvements comme Riposte laïque et comme les mouvements identitaires d'extrême droite, ainsi que la tuerie organisée par Breivik à Oslo à ce moment-là. Et je suis tout à fait conscient de la manière dont les deux mouvements se construisent en opposition. Et vous ne pouvez pas me faire le procès de ne m'intéresser à l'un et pas à l'autre. Et plus anciennement, quand j'avais écrit mon livre La revanche de Dieu, vous avez parlé du sur-musulman qui appelait le sur-juif et le sur-chrétien. Je vous signale que La revanche de Dieu traitait de ces problèmes à la fois dans le monde musulman, le monde juif et le monde chrétien. Mais alors là, nous ne sommes pas du tout sur le même Oui, mais non, mais je veux dire là-dessus que, si vous voulez, moi je suis parfaitement désireux d'analyser le social et le politique dans sa complexité. Mais cela étant, ça n'est pas parce qu'on analyse dans sa complexité que la comparaison doit effacer la spécificité de l'objet. Il ne s'agit pas de chercher dans telle ou telle sourate tel ou tel phénomène, mais dans l'interprétation de ce que cette sourate va donner aujourd'hui. Et ça, c'est la question fondamentale qui se pose. Quelles sont les conditions concrètes, les conditions objectives, les conditions de misère, les conditions aussi, les effets d'un certain nombre de dirigeants politiques qui voient dans la manipulation de ces sentiments l'opportunité de se construire une clientèle et de construire des effets de pouvoir. Qu'est-ce qui fait que cela est possible dans la France d'aujourd'hui, puisque c'est de cela que nous discutons. Et ça demande une analyse en profondeur. Ça demande du terrain, ça demande des enquêtes sur le terrain. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis 8 ans. Oui, mais en même temps, on ne peut pas s'en empêcher. J'ai envie quand même de reposer la question, c'est-à-dire Riposte laïque est un mouvement extrémiste. J'ai eu moi-même l'honneur d'être injurié très récemment par Riposte laïque et Résistance républicaine. J'ai été traité de planche pourrie, je crois, parce que j'ai émis quelques réserves, et plus que ça, sur Trump, l'élection de Trump. Je devenais donc un personnage absolument infréquentable. Ce mouvement procède par l'insulte. Donc de ce point de vue-là, nous sommes sans doute les uns et les autres sa cible. Mais quel rapport? Mais il a joué un rôle non négligeable, justement, en particulier dans l'élection présidentielle française, puisque c'est dans ce milieu qu'est né le syntagme Ali Juppé, oui, qui a été d'une efficacité terrible. Oui, et maintenant, on va avoir droit à Farid Fillon. Donc, mais toujours est-il que je me pose la question du rapport entre ça et ce qui s'est passé à Sevran. Et vous dites, les gens qu'on met à part, c'était quoi votre formule, François Burgat? Les Français qui ont l'impression qu'ils ne seront jamais des Français à part entière. Deviennent des Français entièrement à part. D'accord, très belle formule. Mais Aimé Césaire. Quel rapport avec Sevran? Vous pouvez penser que l'hostilité manifestée par certains enfants de l'immigration aujourd'hui en France à l'égard de la communauté juive est une importation du conflit israélo-palestinien? Peut-être. Mais le Hamas, si vous voulez, effectivement, qui est au cœur de ce conflit et qui ne plaide pas, à la différence de vous, si je vous ai bien lu, pour le partage, mais pour la récupération d'une terre islamique selon sa charte, eh bien, je lis ceci.
dans la bataille de libération, la femme musulmane a un rôle qui n'est pas inférieur à celui de l'homme, être l'usine à hommes. Voilà une formulation impossible ailleurs. Vous pouvez parler de tous les surjuifs que vous voulez et demander une critique de la politique de colonisation israélienne. C'est une phrase effectivement typique d'une certaine vision de l'islam, et je le répète, avec cette notion d'islamophobie, une fois qu'elle est installée, on ne peut plus parler des musulmans que pour les plaindre, ils ne peuvent parler que pour se plaindre, ainsi fait-on l'économie d'une réflexion critique sur cette réalité qui crève pourtant les yeux et qui mutile les hommes autant qu'elle opprime les femmes. François Burgat. Je vais vous redire plus clairement ce que j'ai déjà dit. Je ne suis pas en empathie avec les extrêmes. Je suis en antipathie avec ce qui nous est proposé, notamment par mon contradicteur de ce jour, Gilles Kepel, pour lutter contre les extrêmes. Lorsque je vois que pour lutter contre les extrêmes, nous nous en prenons de façon obsessionnelle à l'énorme composante associative qui lutte contre Daesh, je dirais plus efficacement que nous, lorsque je vois que c'est le Bondi Blog qui est stigmatisé, lorsque je vois que c'est Marwan Mohamed, il y en a deux, les deux d'ailleurs sont stigmatisés au même titre, ils sont tous les deux des salafis, alors que ce sont tous les deux l'un un acteur du CNRS, un acteur scientifique, l'autre un acteur associatif. Je m'interroge sur le fait de savoir si nous sommes bien en train de nous défendre contre les extrêmes. J'ai le sentiment, vous voyez Gilles, que la fracture, vous la creusez d'une main et vous l'instrumentalisez de l'autre. C'est un petit peu mon problème. L'autre jour, j'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce que vous avez retenu de Gilles Kepel. Il m'a dit c'est le seul qui a noté que le camion à Nice était blanc et que à Berlin il était noir et que c'était les couleurs de Daesh. Sommes-nous là sur le terrain des sciences sociales? Est-ce bien cela que nous attendons pour nous aider à surmonter cette phase difficile de notre histoire? Un dernier mot, Gilles Kepel, bien évidemment, le symbolisme utilisé par Daesh fonctionne de cette manière-là. Si vous ne comprenez pas que Daesh fonctionne en manipulant ces symbolismes, là, vous manquez quelque chose. Mais je crois que ce qui est très important aussi, c'est de voir que à l'intérieur de cette victimisation qui est construite aujourd'hui, le véritable problème, c'est que il est tout à fait normal que nos compatriotes musulmans en aient marre, qu'on leur demande toujours de se justifier quand il y a un attentat. Ils détestent les gens de Daesh. Et que, de ce fait, on vient leur dire « Ah, vous voyez, c'est parce que la société française est islamophobe et que c'est la cause de tous les maux ». Je crois que c'est une posture idéologique qui est très dangereuse et qui, justement, va fracturer la société. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette discussion qui m'a beaucoup éclairé. Et je rappelle, Gilles Kepel, que vous publiez chez Gallimard La Fracture, coédition Gallimard France Culture. François Burgat, Comprendre l'islam politique, aux éditions La Découverte.